Je vous souhaite la bienvenue donc à toutes et tous autour de cette table ronde qui est entièrement dédiée au son du film Emilia Pérez. Alors, peut-être juste avant de démarrer dans le vif du sujet pour remettre un petit peu les choses en perspective, quelques mots sur Emilia Pérez. Donc Emilia Pérez, c'est un film qui a été réalisé par Jacques Audiard et il a d'abord été présenté à Cannes l'année dernière, en 2024. Il reçoit le prix du jury, tandis que l'ensemble des actrices repartent avec le prix d'interprétation féminine. Mais c'est pas tout, puisque la musique du film, qui est composée par la chanteuse Camille et par son compagnon Clément Ducol, a également été distinguée à Cannes avec le prix Cannes Soundtrack. Sinon, le film est sorti dans les salles en août dernier. Il a été salué par la critique comme étant un film marquant, et il est aussi en lice pour les Oscars 2025. Alors, maintenant, quand on s'intéresse donc à la bande son du film d'un peu plus près, on se rend compte que finalement, Emilia Pérez, c'est vraiment un film singulier, et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a l'aspect, je ne sais pas si on peut dire comédie musicale, peut-être, j'ai entendu l'expression thriller musical, bon, à voir, du film dont on pourra reparler, mais qui suppose des adaptations, un travail particulier. Ensuite, quand on s'intéresse à comment le film a été tourné, on se rend compte que dans le film, ça parle en espagnol, ça parle en anglais et ça parle aussi en français. Donc, ça suppose aussi pas mal de choses en ce qui concerne le travail du son. Et puis, même si c'est un film qui fait voyager dans plusieurs pays, il y a une partie du film qui a été tournée en studio en France, donc à Brie-sur-Marne. Donc ça veut dire également un travail important au niveau du son. Et puis aussi, il faut le dire, c'est pas si courant pour une production française. C'est un film qui a été produit en Dolby Atmos. Voilà, donc bref, sans plus attendre, je vous propose de rencontrer donc une bonne partie de l'équipe qui a travaillé sur le son du film. Alors, à l'extrémité de la table, nous avons Erwan Kerzanet. Donc, Erwan est chef opérateur son. Je vous laisserai ensuite le loisir de vous représenter un petit peu plus amplement. À ses côtés, nous avons Cyril Holtz. Donc, Cyril, il a assuré le mixage du film, mais pas seulement. On pourrait dire qu'il est intervenu en amont sur le film en tant que, alors je ne sais pas quel est le terme, superviseur sonore peut-être, ou directeur artistique son. On affinera peut-être l'appellation qui vous convient le mieux. Ensuite, à ses côtés, Émeric de Volder. Donc, alors, au montage son. Alors, là, on a 3 monteuses son dont on reprécisera le rôle un peu plus tard. Donc, Émeric de Volder. À ses côtés, Carolina Santana. Et ensuite, donc, Hortense Bailly. Et nous terminons donc à mes côtés par Diane Prieur. Donc Diane est directrice technique audio chez Polisson. Polisson étant le prestataire technique qui a accueilli le film, on peut dire, durant toute la phase de post-production. En tout cas, merci déjà à vous 6 d'être venus, de vous être déplacés, d'avoir répondu à mon appel. Et on est très heureux de vous accueillir ici sur le Satis. Peut-être je peux avant de démarrer, faire un petit tour de table, si vous pouviez parler les uns les autres éventuellement de votre actualité, et peut-être de citer aussi quelques films qui ont compté pour vous, qui permettent un petit peu de situer votre travail, et tout ça en quelques mots. Donc un exercice pas facile. Je commence par toi, Erwan, si tu veux bien démarrer. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, donc je suis ingénieur du son, donc j'ai effectivement travaillé à ce poste d'ingénieur du son sur le film Emilia Pérez. C'est la première fois que je travaille avec Jacques. Et sinon, comme film important, j'ai fait Annette avec Léo Starac. Tu peux parler un petit peu plus fort parce que je suis sourd. J'ai fait Annette et Holly Motors avec Léo Starac. Voilà, c'est 2 films importants pour moi. Et puis, voilà, je travaille aussi en dehors du cinéma sur à la fois des pièces d'art, des choses très diverses, de documentaires, voilà, plein de choses. Donc, Cyril, si tu veux enchaîner. Bonjour à tous, moi je suis mixeur
Et bon, comme tu le disais, j'ai aussi un peu travaillé en amont, beaucoup pour définir les lignes, un peu les grandes lignes du travail sur le son du film. Il y a eu pas mal de sujets abordés très en amont et il fallait donner une suite aux demandes de Jacques, le réalisateur. Voilà, sinon, j'ai travaillé pas mal avec Jacques Audiard, justement, et à l'étranger, beaucoup avec André Arnold, si certains la connaissent. Puis sinon, parmi les Français, beaucoup avec Cédric Clapiche, Albert Dupontel, Bruno Podalides, enfin, il y en a un certain nombre. Voilà. Mais Et ton actualité du moment? alors, je travaille sur un film dont je ne peux pas vraiment parler. C'est un film d'un réalisateur iranien, voilà ce que je peux dire. Et voilà. Très bien. Émeric, de ton côté? Oui, moi, je suis monteur son depuis assez longtemps maintenant. Et c'était ma première collaboration avec Jacques Audiard. Et voilà, après dans des choses marquantes, il y a le travail avec Roman Polanski, c'est sur ces 2 derniers films. Et puis plein d'autres. Et puis en ce moment, je travaille sur le film de Luc Besson. Ouais. Ok, Carolina. Donc, je suis monteuse son aussi. Et je travaille aussi sur des projets qui ont soit un rapport avec la musique, qui se sont faits ces dernières années à l'étranger. Donc, notamment Sound of Metal, que je fais juste avant de faire aussi Bardo de Iñárritu. Donc voilà. Et après, j'ai intégré l'aventure Emilia Pérez par la suite. Hortense? Oui, bonjour. Donc, je suis monteuse son et monteuse direct. J'ai particulièrement monté les voix sur le film Emilia Pérez et ça fait la 5e fois que je travaille avec Jacques Audiard. J'avais commencé à travailler avec lui sur Dipan, grâce à Cyril. Et voilà, en gros, c'est ça. Et Diane, peut-être dire un mot alors aussi de l'actualité de chez Polisson. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je travaille à Polisson Post-Production. On est un prestataire audiovisuel, donc image et son. Donc je suis directrice technique audio. On a aussi toute une partie, donc toute la post-production image, donc laboratoire, montage image, étalonnage, et la partie son qui a été faite donc sur Emilia Pérez, les bruitages, les enregistrements de post-synchro, le montage son et le mixage. Notre actualité au-delà d'Emilia Pérez cette année, ça a été Bird, donc d'André Arnold. On a aussi travaillé sur Anatomie d'une chute l'année dernière. Plus récemment, on fait aussi des séries comme Rematch, par exemple. Voilà. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir un petit peu sur la genèse de la bande-son du film, tout simplement, qui va nous servir de fil conducteur. Donc, je me tourne vers toi, peut-être, Cyril, pour expliquer comment tu es rentré dans ce projet et avec quelles attentes de la part du réalisateur. Alors oui, en parlant bien fort parce qu'on est loin et on ne s'entend pas très bien. C'est un peu difficile de faire le tri dans tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qui a changé de la démarche habituelle, c'est que Jacques Audiard a commencé à me parler du film très en amont, environ 2 ans avant le tournage, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui le préoccupaient, on va dire. Lui-même dit qu'il n'aime pas les comédies musicales. Il fait une comédie musicale et il le définirait plutôt comme la base, c'est un opéra en fait. Et il le définit plus comme un drame musical. Et l'une des premières choses dont il m'a parlé, c'était qu'il voulait vraiment constituer un tissu organique de sons et de musique et de chansons dans le film, mais qu'on ne soit pas dans la grammaire habituelle d'une comédie musicale, c'est-à-dire qu'on passe de façon totalement inopinée du dialogue à la chanson. Il voulait vraiment qu'on ne se pose plus la question. Et notamment, il voulait évidemment que toutes les actrices soient aussi chanteuses.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question à se poser sur des doublures, sur de voix. Donc voilà, il voulait que ça ne soit pas ostentatoire, mais que ça forme un ensemble cohérent dans lequel tout soit fluide, les passages des dialogues aux chansons, et qu'on ne soit pas dans un registre différent, dans 2 modes différents au fur et à mesure du film, selon qu'on est sur des chansons ou des dialogues. Et évidemment, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au son, à la mise en scène, qui laisse beaucoup de place aussi aux propositions. Et donc, il y a une certaine exigence. Et voilà, on a commencé à travailler à la fois sur les concepts, on va dire, de montage son très en amont avec Emmerich, et aussi sur ces problématiques de voix et de fusion entre les voix parlées et les voix chantées. D'accord. Peut-être on peut alors avancer sur la partie captation avec Erwan. Peux-tu nous expliquer alors comment tu arrives sur ce film et quel dispositif tu as choisi et quelle approche tu as choisi aussi d'un point de vue artistique? Oui, je suis arrivé assez tard en fait sur le projet, donc effectivement, moi j'ai pris une machine qui était déjà très lancée, très effervescente, avec beaucoup d'éléments liés au casting, aux acteurs, au chant, aux musiques, etc. Et donc j'ai rattrapé le train aussi grâce à eux. Et pour aller dans le sens de ce que disait Cyril, c'est vrai que j'ai senti très très vite chez Jacques qu'il y avait une envie d'avoir la possibilité de se poser tout le temps la question, de savoir si on pouvait garder les choses, refaire, etc. Il fallait que le son direct porte au maximum les voix et l'existence de ces acteurs in situ, dans leur capacité de chanter, etc. Donc ça a été un exercice technique particulier de travailler avec la musique sur le plateau, les oreillettes, les systèmes pour enregistrer tous les chanteurs, les chœurs, les danseurs qui soient capables de chanter et qu'on puisse se dire si on a envie de garder ça, on peut le garder. Voilà. Donc ça, il y a un côté très excitant et puis très joyeux à faire parce qu'en fait, travailler en musique, travailler avec du chant sur le plateau, c'est un plaisir en soi. C'est un vrai plaisir. Et puis, effectivement, toutes les dimensions techniques qui sont associées, c'est-à-dire de savoir travailler avec une voix chantée, c'est pas la même chose qu'une voix parlée. Les transitoires, tout est différent, les formants, etc. Il y a des choses qui amènent la voix dans des registres qui sont différents de ceux de la voix parlée et qui nécessitent des attentions particulières à la prise de son. Et que c'était très important pour moi d'aller au-devant, au maximum, des besoins non seulement de la post-production, de la beauté des voix sur cette voix chantée, mais aussi de savoir qu'après, si on refait les choses, on aura quelque chose déjà à la prise de son qui ressemblera formellement sur ces textures de son à ce qu'on ferait en studio. Et là, c'était très agréable pour nous de tourner en studio, hein, parce qu'on avait des réverbes naturels quelque part et des silences qui étaient plus confortables que du décor naturel et qui nous permettaient d'avoir des voix qui allaient déjà dans le sens de ce qu'on a sur des voix refabriquées en post-production et qui nous donnait cette possibilité plus souple de pouvoir mélanger le réel, la refabrication après montage, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le dispositif que tu as utilisé, que tu as déployé sur le tournage? Alors, le dispositif, en fait, c'est sur le plan fondamentalement, c'est assez simple en fait, hein, ce qu'on fait, c'est-à-dire au lieu si on veut pouvoir garder les voix, au lieu de diffuser à travers des enceintes, on diffuse à travers des oreillettes. Après, qu'on en mette 50 ou qu'on en mette 2, le dispositif fait le même, j'ai envie de dire, c'est juste de la manutention, quoi, sur le plateau. Donc là, le principe, c'était effectivement de voir comment on pouvait au maximum préserver les éléments du direct et donc effectivement ne pas diffuser sur enceinte. Ce qui était très marrant, c'est que moi, je ne savais pas dans la pratique comment Jacques, c'était la première fois que je travaillais avec lui, comment dans la pratique il allait vouloir gérer la musique sur le plateau. En fait, je me suis rendu compte, en 2 jours, on s'est rendu compte qu'on faisait ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si on voulait enlever la musique, on mettait des oreillettes, on mettait des oreillettes. Et c'est pareil dans le sens que disait Cyril, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confiance dans le travail et il demande, je pense, aussi une vraie maturité, une vraie autonomie dans les réflexions qu'on a chacun, qui rend très très agréable le travail à ce niveau-là. Et effectivement, co-fabricant de ces processus. C'est-à-dire que quand on décide de passer des enceintes à des oreillettes,
on touche à quelque chose qui est pas juste de la technique du son, quoi, qui est l'espace de jeu pour tout le monde, l'espace de jeu pour les acteurs, les danseurs. Ça devient un autre geste. Et sans doute que le fait de mettre les oreillettes, indépendamment des choses de son, a impliqué un truc d'acting et de participation collective qui impliquait le corps, peut-être plus que la voix par moment, du fait de coexister physiquement, quoi. De s'écouter mutuellement, chanter, plus que d'être sur la ligne d'un playback. Voilà. Je sais pas si... Mais quand on préparait donc cette conférence, tu me disais, je crois qu'il y avait deux systèmes Kantar, c'est bien ça? Un système de quoi? Kantar. Ah oui, bon alors après ça c'est Sur l'aspect un petit peu ouais, geek et un peu matériel déployé, je pense que c'est pas si courant. Donc non, on peut peut-être en parler. Ce qui est très difficile avec un film musical, c'est on peut pas se lancer dans cette aventure sans être quand même très organisé sur la dimension musique. Ça c'est vraiment un truc, ça ne regarde pas nous, ça regarde vraiment la mise en scène et l'architecture, le support presque de tournage. Il va y avoir vraiment des choses particulières. Il y a un truc qui est évident, j'avais déjà eu la question, c'est déjà posé quand on avait fait Annette, c'est que quand on tourne dans un décor, si on est intéressé par le côté organique du travail, c'est-à-dire qu'on est intéressé par le réel autant que par la musique qu'on amène avant et qui va créer la dynamique de la scène, etc. Il faut qu'on puisse des fois s'adapter, c'est-à-dire des fois rajouter une mesure, des fois il faut pouvoir travailler sur le plateau. Et donc l'architecture est différente sur un plateau de tournage musical que sur un film de voix classique, dans le sens où il y a un vrai poste une sorte de musique editor, mais qui est en même temps qui gère le playback et qui gère la diffusion, qui était occupé par Maxence Dussert et qui a un vrai boulot, quoi, qui a un vrai boulot d'adaptation des fois aussi de cet espace musical à des réalités qui sont celles de la distance à parcourir dans un couloir pour un acteur, etc., quoi. Après, le reste, c'est de la technique pure. C'est-à-dire que ces machines sont branchées ensemble. On a une roulante qui fait les sorties, une roulante qui fait les entrées. Et puis, on se partage un peu tout ça pour que ça soit le plus clair possible pour la post-production, quoi. Et c'est quand même pas si courant, quoi. Je veux dire, je pense que c'est quand même pas si courant. En fait, c'est des outils maintenant. Tu as utilisé pour tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, distribution du son, oui, mais des choses qu'on trouve plutôt... C'est une autre échelle d'utilisation. Quand on a 50 oreillettes, on a plus d'appareils, mais en fait, au final, c'est comme les tranches d'une console. Chaque tranche, on peut avoir plein de pistes. Mais ce qui compte, c'est savoir bien s'organiser. Non, ce qui est intéressant quand on travaille dans des dynamiques comme ça, c'est aussi la dimension humaine. C'est-à-dire que c'est pas le même rapport au plateau, la distribution du travail est différente. Ça, c'est très intéressant. Ouais, D'accord, donc... Là, on est sur la captation et puis on arrive sur le début de la post-production. En même temps, je crois qu'au niveau de la répartition du montage, des choses ne sont pas passées tout à fait comme prévu au niveau des rôles. Est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être Carolina ou Ébric, je ne sais pas, qui veut... Comment vous avez réparti les rôles, finalement? Quel était le rôle de chacune et de chacun? Alors moi, je suis arrivée pendant le tournage, en fait. Donc, j'ai pu travailler avec Erwan déjà dans la pré-production, en fait. Et, le superviseur musical Pierre-Marie, il m'a proposé un travail assez hybride, en fait, qui allait faire un peu le lien avec la post-production derrière. Et qui était déjà faire un binôme, en fait, avec... une chanteuse qui s'appelle Lucille Chirki, et qui, ensemble, en fait, on a fait le travail de coaching et préparation des voix sur le plateau. Donc déjà, il y a eu un travail en amont de répétition avec les comédiennes, de s'entraîner à utiliser justement les oreillettes ou imaginer ce que ça allait être de chanter et danser en même temps. Donc il y a eu vraiment une grande préparation de leur part. Et qui a continué après en post-production pour faire les enregistrements à la fois en studio et à la fois pour faire des ADR et refaire en fait des interprétations qui allaient coller mieux à l'image en fonction de comment ça a été tourné sur le plateau. Et donc sur cette post-production, j'ai intervenu aussi sur ce suivi des voix qui allaient rester
après tous ces enregistrements, en fait, qui ont donné des sources à plein de sources, on va dire ça comme ça. D'accord, ensuite peut-être Hortense. Là, du coup, oui, pour faire suite à ce que dit Carolina, du coup, moi, je me suis chargée de monter les voix, parler et chanter, du coup. Donc, avec énormément de matière entre ce qui avait été pris sur le tournage, les ADR qui avaient été faits, et voilà, et les playbacks. Enfin, voilà. Du coup, voilà, c'était mon poste sur le film. Et à ce stade, c'était quoi finalement les défis, les particularités de ce film? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Peut-être Émeric ou Cyril veut intervenir. Oui, il y en avait beaucoup. Pour faire suite à ce que disait Caroline Hortense, le travail de voix, il était très très singulier, il était très compliqué et très long à faire. Du coup, enfin moi sur la partie montage son pur, il y avait aussi des enjeux assez particuliers. Mais il y en aurait deux principaux. C'était déjà d'incarner le Mexique sur un film qui était quand même tourné principalement en studio. Ça a été c'est quelque chose qu'on avait bien, qui nous inquiétait un petit peu, qu'on a bien préparé en amont. Après moult lecture de scénario, dépouillement, et donc après on a fait ce qu'il fallait pour trouver de la matière, trouver des sons, acheter des sonothèques, se rapprocher de gens qui avaient, parce que nous on n'avait pas du tout ce qu'il fallait pour faire le film. Au final, quand on a vu le film la première fois en projection de travail, c'est devenu un peu moins inquiétant parce que finalement il fallait évidemment incarner ce pays et y croire, mais dans une version qui était au final peut-être plus onirique que ce qu'on avait imaginé à la lecture du scénario. Donc ça c'était peut-être, pour moi, dans ma partie, un des premiers enjeux. Et puis le second, c'était tout le travail de montage à l'intérieur des chansons, à l'intérieur des chansons, et alors qui était variable selon les titres. Il y avait il y a des morceaux où il y avait vraiment des choses, il y avait de la matière à intégrer, d'autres chansons moins. Et puis comme disait Cyril tout à l'heure, pour aller dans le sens de la vision de Jacques, de travailler sur toutes les transitions, comment on rentre dans les chansons, comment on en sort, qu'est-ce qui peut se répéter, qu'est-ce qui peut... tout ce travail-là qui était pour le coup très particulier. Ouais. Et puis pour faire suite à ce que dit Émeric, au niveau des voix aussi, ça a été un travail assez particulier de savoir à quel moment on passe de la parole au chant. Et du coup, ça a été vraiment de plusieurs essais et beaucoup de travail à ce niveau-là. Et ce qui était lié aussi au travail du son, à quel moment on passe du son à la musique. Et du coup, c'était beaucoup d'allers-retours et c'est ça qui était assez particulier sur ce film. Effectivement, mais alors, c'était quoi finalement les critères? Parce que c'est vrai que par moments, ça parle, puis tout d'un coup, ça se met à chanter, à danser. Comment se sont faites ces décisions? Est-ce que Jacques était très présent ou comment ça s'est fait, quoi? Oui, j'enchaîne. Oui, c'est Jacques qui était très demandeur là-dessus qu'en fait, ce soit limite plus des fois du jeu que du chant, et qu'on rentre vraiment dans le chant par le jeu. Et du coup, des fois, on était à la frontière. Donc, c'était ça qui était assez compliqué, c'est qu'il fallait garder quand même la chanson, pas la saccager, quoi, mais tout en ajoutant du jeu, quoi. Donc, c'était à chaque fois une frontière assez fine. Et pour le coup, là, c'est Jacques qui a vraiment mené cette demande. Et du coup, pour chaque chanson, c'était un travail particulier à faire là-dessus, quoi. D'accord, donc c'est vraiment lui qui a suivi de près cet aspect-là. Vous étiez force de proposition, comment ça se... Oui, vu toute la matière qu'on avait entre le son du direct, les ADR, du coup, il y avait beaucoup de... Et puis, plein de prises différentes faites parce que Jacques aime essayer des nouvelles choses à chaque fois en enregistrement. Du coup, il y avait énormément de matière pour faire plein de choses différentes. Et après, c'est lui qui a un peu décidé. Et Camille aussi, qui était là
pour s'assurer que la chanson quand même était respectée, qu'on ait le meilleur en fait des deux entre le jeu et le chant, quoi. Cyril, peut-être tu veux préciser certains points à ce stade? Ouais, non, je pense que tout a été dit. En fait, oui, c'est ça. On s'est retrouvé vraiment avec beaucoup de matière. Parce que, évidemment, il y avait ce qu'a enregistré Erwan sur le tournage. Il y a eu évidemment des choses qui ont été faites a posteriori dans les chansons. Mais aussi, il y avait les playbacks, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les chansons qui avaient été interprétées avant le tournage. Et donc, toutes les chansons que vous entendez, en fait, c'est de la broderie entre tous ces éléments, entre évidemment plein de prises, etc. Donc, ça faisait un puzzle gigantesque dans lesquels nous, on faisait des propositions à Jacques. Et après, c'était à lui de dire ce qui lui plaisait ou ce qui allait dans le sens de sa mise en scène. Mais globalement, vraiment, on s'est employé. Et d'ailleurs, on nous fait parfois la remarque qu'il n'y a rien de... En tout cas, il n'y a rien de spectaculaire dans le film, dans le son du film, y compris dans les chansons. Mais justement, c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. C'est-à-dire que jamais on ne se pose la question de la transition entre les dialogues et les chansons, mais aussi dans le son en général. Et que c'est quelque chose qui parle au sentiment, le son. Et là, pour nous, c'était ça le plus important. C'est que ce ne soit pas quelque chose de très frontal, de très dogmatique, mais que ce soit là et que ça serve le propos du film. Et surtout, cette angoisse qu'avait Jacques de dire non, mais je ne veux pas que tout d'un coup, on passe sur une chanson comme ça, que ça tombe de nulle part. Donc voilà, c'était une des préoccupations majeures. Et ça paraît rien, mais c'est énorme. Oui, finalement, comme c'est souvent le cas au cinéma, plus on veut que ce soit naturel, plus il faut travailler dur pour que ça le soit, c'est un peu ça? Bah ouais, le naturel au cinéma, on peut en parler, mais il n'y a pas de réalisme au cinéma, tout est faux. Là, tout était tourné en studio, alors qu'au départ, ça ne devait pas être le cas. Et après, c'est de l'interprétation, mais c'est ça, c'est de faire croire. Le son, c'est de faire croire et de faire vivre des choses. Je voulais juste dire un truc que moi me passionne, par exemple, dans mon métier confronté aux acteurs sur des films de parole, mais encore plus passionnant à partir du moment où on travaille avec le chant, parce qu'il y a dans l'espace discographique un rapport aux voix qui est vraiment souvent du côté de la performance. On fait beaucoup d'édits, on travaille, on cherche une espèce de super précision comme ça. Et les acteurs, c'est des plans d'immanence, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont souvent leur propre histoire et ils amènent leur propre histoire dans leur personnage. Et ce qu'on enregistre dans le son direct, même si c'est refait après en post-synchro, etc., souvent, c'est aussi ce travail que fait l'acteur. Alors, quand on travaille sur un film chanté comme ça, il y a une espèce de tricot qui se fait entre ces deux dimensions parce qu'à la fois, on a besoin d'une forme de performance qui va avec la performance chantée et en même temps, on a besoin de sentir que chaque acteur existe avec sa propre histoire, avec ce qu'il amène. Et ça, c'est de l'acting pur, quoi. Et c'est, à mon avis, là où c'est aussi passionnant d'arriver à entrelacer sur le travail des voix cette sensibilité de l'acteur en tant qu'acteur et cette performance de chanteur en tant que chanteur-performeur, quoi, voilà. Oui, ouais. Et une dernière chose là-dessus, Jacques demandait beaucoup à ce qu'on entende les mouvements vraiment... qu'on soit vraiment avec les corps des comédiennes et plus qu'avec la voix finalement seule, quoi. En fait, ça ne l'intéressait pas d'avoir un chant parfait et d'avoir juste une voix. Et c'était vraiment important que les voix soient vraiment des corps qui vivent et qui bougent. Et voilà. Oui, il voulait d'ailleurs, c'était son maître mot depuis le départ, c'était il faut qu'il y ait du mouvement tout le temps, que ça vive et que tout ait l'air, même ce qui n'en était pas, de provenir du direct. Donc, pour l'anecdote, en travaillant avec lui il y a quelques années sur les Frères Sisters, j'avais aussi mixé la VF. Et on avait enregistré, on avait des post-synchro et les voix étaient relativement statiques puisque c'était du doublage en fait. Et à l'époque, il m'avait dit franchement, il n'y a pas un moyen de rendre les voix encore plus vivantes, etc. Et ça m'avait trotté dans la tête. Et on a fondé il y a quelques années une société qui développe des logiciels. Et ça a été le premier outil qu'on a sorti, c'est-à-dire un outil qui permet de reproduire sur des prises de son statiques soit des mouvements de tête des comédiens, soit des mouvements du micro par rapport à leur buste, etc. Et sur Emilia Pérez, sur les parties en tout cas
soit en playback, soit post-synchronisé, on l'a énormément utilisé. Et ça bouge tout le temps. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas un Perchman, c'est... C'est un Perchman quand c'est le direct, ou sur certaines post-synchro, mais on n'a pas pu mettre un Perchman sur toutes les post-synchro. Donc, quand c'est pas le cas, là, on l'a utilisé. D'accord. Peut-être à ce stade, on peut parler un peu du traitement des voix spécifiques qu'il a fallu déployer. Voix chantée, voix parlée, etc. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Ça en fait partie. Le vrai travail, c'est le travail de fourmi qui a été fait de montage entre toutes ces sources et on va dire que ça, c'est la dentelle principale. Pour moi, ça, c'est le cœur du travail, vraiment, parce que c'est ça qui fait qu'on y croit, c'est ça qui fait passer les bonnes intentions au bon moment, etc. Et puisqu'il faut en parler, puisque je vois que on a utilisé ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle sur une seule voix, qui est la voix d'Emilia Pérez, justement, et Manitas, parce qu'il y avait des parties, en tout cas techniquement, qui étaient un peu plus difficiles pour elle à chanter, et qu'elle n'est pas chanteuse. Donc, il y a une partie qu'elle a réussi à chanter soit en direct, soit a posteriori, mais sur les parties qui étaient un peu plus fragiles, on a utilisé un procédé de clonage vocal qui a permis de pallier sur ces moments, en tout cas, aux difficultés techniques du chant. Donc, on a travaillé avec une société qui est américaine, mais qui est en Ukraine, qui s'appelle Respitcher, et avec lequel on a travaillé au fur et à mesure sur ces parties-là, pour arriver à garder sa voix, en fait, puisque c'est sa voix. Et elle a fait des heures et des heures de chant pour entraîner le modèle de clonage vocal, et qui a permis justement de caler sa voix sur tous ces passages où c'était plus compliqué techniquement. Et c'est Camille, la chanteuse et compositrice du film, qui a fait les chansons, etc., qui a servi de modèle avec sa voix pour ces passages-là. D'accord, donc une utilisation vraiment vertueuse de ce genre de technologie. Peut-être, Diane, à ce stade, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui a été particulier de recevoir donc un film comme celui-là ? En tant que prestataire, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est d'accueillir convenablement n'importe quel type de projet, donc des films plus ou moins compliqués. Celui-là faisait partie des plus compliqués, je pense. Donc nous, on a accompagné le film dès le montage image. Donc on n'a pas fait la partie laboratoire image, mais dès le montage image, toute l'équipe, donc la chef monteuse, mais aussi les assistants, qui ont été nombreux, ont été accueillis. Et l'idée, c'était de commencer à discuter en parallèle de l'équipe son, des particularités techniques, la gestion des médias, le workflow, les difficultés d'organiser un peu tout ça en lien avec la production et les équipes. Et après, pour la partie montage son et mixage, c'était d'accompagner toute la phase de préparation dont a parlé Cyril. Il y a eu beaucoup d'expérimentation bien avant le mixage, plusieurs mois avant. Donc, c'est d'offrir la possibilité à toute l'équipe image et son d'écouter, de faire des projections, de faire des tests qui ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de faire par manque de temps ou manque d'argent. C'est la possibilité d'avoir un lieu d'échange, et l'image et le son, les bruitages, les post-synchro, la musique dans un même lieu, donc pour que tout le monde puisse discuter, de pouvoir enregistrer la plupart des parties musicales, même dans un studio de post-production cinéma, ce qui n'est pas courant, d'organiser la partie avec Maxence, voilà, toutes les phases de la post-prod son, et aussi évidemment, qui était déjà sorti, mais le plugin dont a parlé Cyril, qui s'appelle Boomit, qui est une marque de Hall Audio, qui est une marque donc intégrée à Polisson, qui a permis donc certains choix et certains modèles au cours du mixage pour les voix chantées et les voix parlées, créer du mouvement. Donc voilà, l'idée c'est d'accueillir un peu toutes ces demandes, de faire en sorte qu'elles soient possibles et d'aider toutes les phases de la post-prod image et son, donc dès le tournage et puis jusqu'à la fin du mixage,
à faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Peut-être on pourrait revenir sur le côté multilingue du film. Je m'adresse peut-être à Carolina. Je crois que tu as fait du coaching aussi sur les accents, etc. Est-ce que tu peux nous en reparler, hein? Oui, alors pareil, c'est une question qu'en fait a été posée dès la pré-production. On a eu en fait un orthophoniste qui nous a coaché déjà nous pour travailler l'accent mexicain parce que il y a vraiment des spécificités sur les intonations, sur les consonnes, comment on les travaille. Donc déjà nous on a fait vraiment un travail personnel avant de commencer à travailler avec les comédiennes. Et elles, de leur côté, c'était vraiment beaucoup d'heures parce que il y avait juste Adriana Paz qui est mexicaine. Donc, il fallait, pareil, faire un travail sur leur personnage, leur parcours et la crédibilité de leur personnage dans l'histoire. Et après, sur le plateau, du coup, on a eu quelqu'un qui un peu pouvait leur donner la musique. Qui s'appelle Ignacio Chavez, qui était avec nous en fait pour une partie des répètes et puis pour le suivi sur le plateau. Et donc c'est vrai que à plusieurs en fait on était une équipe qui essayait de surveiller ça pour que quand on arrive en post-production on ait un travail qui a été déjà amorcé et puis qu'on a continué à faire pendant tous les enregistrements en studio et des post-synchro et un peu essayer de le soigner vraiment jusqu'au bout, qui était super important. Ok. Oui, Erwan? Je voulais juste ajouter, effectivement, dans le contexte d'un travail musical comme ça, il y a une personne qui a joué un rôle très important qui s'appelle Pierre-Marie Dru, qui était superviseur musique sur le film et qui a travaillé beaucoup en amont du tournage auprès de Jacques et de Camille et Clément, qui sont donc auteurs et compositeurs des chansons, parce que un film musical, ça a tellement de dimensions musicales qui sont à la fois la musique comme on l'imagine sur l'ensemble de la bande-son, sur le plan pratique, qui va chanter, sur la post-production, qui va jouer les instruments, quel studio, etc. Et effectivement, la Pierre-Marie, par exemple, c'est quelque chose qui était très, très important pour lui, c'était qu'on ne se fasse pas avoir par la réalité des accents. Il voulait être sûr qu'on sache que si le film est vu au Mexique, on saurait que telle personne vient de tel endroit. Et effectivement, par exemple, Selena Gomez n'étant pas mexicaine, dans le film, elle est devenue aussi une gringos, quoi. Et on a accepté la réalité de qui elle était, du fait des accents, etc. Et ça, c'est vrai que Pierre-Marie, il a fait un travail de supervision qui a démarré bien en avant du tournage, qui allait jusqu'à la fin de la production, parce qu'après, il y a même la bande originale, etc. Et qu'il a joué un rôle vraiment structurant, quoi. Ok. Alors, à ce stade, on peut peut-être aborder l'aspect Dolby Atmos, parce que c'est vrai que c'est pas si courant, comme je disais, sur une production française. Qu'est-ce que ça... comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a supposé comme travail, comme approche, peut-être dès le tournage, je ne sais pas. Bah, ça s'est bien passé. Non, il y en a de plus en plus maintenant. Enfin, je ne sais pas, Diane pourra confirmer, mais chaque année, enfin moi j'en mixe de plus en plus chaque année des films en Atmos. Au début, c'était pas prévu et j'ai un peu fait mon VRP pour inciter Jacques à accepter l'idée. Lui, a priori, comme ça, sans savoir, ne voyait pas trop l'intérêt. Mais voilà, j'ai énoncé mes arguments et puis il a fini par dire je te fais confiance, allons-y. Et à la fin, il était content vraiment de ce choix-là. C'est juste que ça permet de faire plus de choses, qu'il y a plus de possibilités, et puis c'est un choix aussi d'avenir parce que maintenant la plupart des plateformes de streaming le demandent. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des possibilités en plus, c'est un outil chouette, etc. Mais le film reste le même, ça permet de porter encore plus loin certaines idées de mise en scène. Mais dans le travail, une fois que justement l'aspect technique, qu'on est confortable et que c'est bien mené, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Enfin, dans la démarche de mixage, en tout cas. Peut-être au niveau de la captation, est-ce qu'il y a des choses
Non, moi je veux dire que quand ça a apparu, l'Atmos, je me suis dit, oh là, il faut que je vois un peu comment je vais devoir adapter mes façons de travailler sur le plateau. En fait, pas du tout, hein, je m'en soucie absolument pas. Parce que en vrai, sur un plateau, on lutte contre les nuisances beaucoup et c'est très difficile de travailler sur les espaces. À moins qu'on fasse des scènes avec du public qui applaudisse dans un opéra ou des trucs comme ça, où là, on peut être tenté d'ajouter effectivement un dispositif qui devance les nécessités de l'Atmos. Mais ça, je pense qu'Aymeric, tu es mieux placé que moi pour savoir ce qui est bien d'avoir sous les mains quand on fait de l'Atmos qui vient comme ça du réel. Mais sur un plateau, c'est rare d'avoir l'espace pour faire ça, en fait. Enfin, c'est plutôt reconstruit, je crois. Non, il y a peut-être une particularité, c'est qu'on a utilisé un autre outil qu'on a développé toujours chez Polisson, qui est un arbre de prise de son en Atmos. Notamment, on l'a utilisé pour la musique de score. Donc, toutes les parties, on va dire, orchestrales dans la musique de score et le peu d'orchestral qu'il y a dans les chansons aussi, on a utilisé ce dispositif parmi d'autres, hein, mais de prise de son et qui a été utilisé. Voilà, donc c'est un dispositif qui est en 702, qui est un arbre de captation discrète qu'on a mis au point et voilà, qui permet d'obtenir une très très belle ampleur sur les parties orchestrales. Donc c'était le dispositif de base et il était complété après par des micros de proximité ou... Bien sûr, il remplaçait un peu, on va dire, il y avait aussi un arbre d'Eka, mais il était là, il coexistait avec l'arbre d'Eka pour les prises de son. Et après, c'est le mixeur Nicolas Duport qui a dosé entre évidemment les micros d'appoint, l'arbre d'Eka, je crois, qui était là, et ce dispositif-là. Et ce qu'il nous en a dit, c'est qu'il a bien utilisé le dispositif, que ça lui a plu. Alors, c'est toujours difficile de savoir ce qui vient de ça ou pas, mais en tout cas, les premières impressions sur les musiques de score qu'on a entendues en Audi étaient vraiment très très bonnes, quoi. Aymeric, tu veux peut-être ajouter des choses sur ce qui a été dit sur... Exactement comme Cyril parlait de l'utilisation de l'arbre avec la musique, et on a fait un peu la même chose avec Les Polissons pour enregistrer des sons notamment pas mal une collection de sons urbains et là pour le coup qui ont été directement enregistrés avec l'arbre en 702 et je les utilise régulièrement, je les ai bien utilisés sur le film et puis comme dit Cyril, quoi, l'Atmos c'est un outil supplémentaire et que maintenant effectivement qu'on pratique quand même de plus en plus. Et là, c'était peut-être particulièrement intéressant sur le film parce qu'il y avait une telle densité il y avait tellement de couches sur ce film, évidemment musical en premier lieu, que l'Atmos permettait sur les largeurs, voilà, c'était un outil supplémentaire qui était pertinent. Et c'est vrai, quand on a écouté les premières fois, même les premiers rough mix de musique, fait avec ça, c'était vraiment pertinent. Quand on préparait donc cette conférence, tu parlais de millefeuille. Ça représente quoi un millefeuille? Combien de pistes et comment ça se gère? Les pistes, je sais pas, mais en tous les cas sur ce film, comme jamais, je crois, c'était d'ailleurs un peu compliqué pour Jacques, parce que à chaque fois qu'il venait dans nos salles, il écoutait un bout de truc. Alors il fallait écouter la voix, mais d'un comédien, parce que l'autre n'était pas encore fait. Après, il fallait écouter le montage son, mais il n'y avait pas encore les bruitages. Enfin, il y a eu tellement de travail et que voilà, il fallait tout le temps se projeter pour avoir une idée. Et le plus important étant que la musique, on a travaillé avec les maquettes jusque très très tard. Donc en fait, le seul moment où on a eu le son du film, c'était en arrivant au mixage, enfin la veille, parce qu'on a quand même vérifié avant d'envoyer tout ça à Cyril qu'il n'y avait pas de problème, mais même pour nous, il fallait... parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments, quoi. Beaucoup d'éléments. Oui, Diane. Juste pour ajouter quelque chose sur l'Atmos et qui est aussi un peu particulier sur le film. Donc c'est vrai que c'est une technologie qui a quand même 10 ans, donc qui met un petit peu de temps à se démocratiser en France, mais il y en a quand même de plus en plus. Ce qui était intéressant sur le film et ce qui a lieu dès le tournage, c'est que toutes les phases de la post-production sur un film en Atmos doivent réfléchir à ça. Donc là, c'était un choix qui a été fait après le tournage. Donc au tournage, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, ou alors il y a des systèmes de prise de son qui peuvent être utilisés, mais
dès le montage son et sur toutes les phases de la post-production, donc le montage son, le mixage musique surtout, et le mixage cinéma, ce sont des phases où il y a de l'atmos possible dans toutes les salles. Et donc, c'est pas juste au mixage où on va créer des espaces, mais c'est vraiment une construction qui se fait dès le début et qui se suit. Et l'atmos a la particularité d'être le plus transparent possible selon les nombres d'enceintes, voilà, selon le dispositif de chaque salle. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, sur ce film, c'est quelque chose qu'on fait très rarement, mais le mixage de la musique a été fait dans un auditorium cinéma à Polisson, en Atmos. Et juste avant le mixage, donc avec vraiment la possibilité pour tout le monde de préparer le travail pour le mixage et d'avoir vraiment quelque chose d'unifié, quoi. Oui, on a un peu innové parce que d'ordinaire, le mixage de la musique du film, notamment du score et des chansons d'ailleurs, se font dans des studios musique, soit en multicanal 5.1, soit en stéréo. Et là, il y a eu plusieurs étapes. Mais donc c'était un peu compliqué, mais on va dire que l'étape vraiment ultime et pour moi la plus importante, c'est la finalisation du mixage par le mixeur musique dans un auditorium film chez Polisson, un plus petit mais qui était équipé en Atmos, etc. Donc c'est aussi ça qui a permis d'avoir une cohérence quand c'est arrivé dans l'audi où on mixait le film. La musique était vraiment formidablement bien mixée et surtout très cohérente par rapport à la sensation que nous on a en audifilm. Donc on va dire que ça a permis, pour moi c'est la manière la plus cohérente en fait de mixer la musique pour le film, c'est de la mixer dans un lieu qui est fait pour ça. Et justement le fait de travailler à Polisson en fait ce film c'est une histoire vraiment de collectif, et on a essayé que Jacques nous disait toujours « Ah, je veux pas que ce soit l'armée mexicaine, ce film, qui est plein d'intervenants, ou que ce soit compliqué. » Alors, tout est compliqué parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'étapes, etc. Mais en tout cas, on a essayé de tous se parler, évidemment, avec Pierre-Marie, la musique, etc. Et de faire quelque chose, au moins si dans les étapes et dans la complexité des éléments, c'est pas forcément fluide, qu'au moins dans le transport de ces éléments, dans la façon dont les gens vont se parler, communiquer entre eux, que ce soit fluide. Et le fait d'avoir un lieu unique, notamment chez Polisson, pour travailler, que ce soit dans les salles de montage, les auditoriums, etc., même le mixage de la musique, c'était pour nous génial parce que ça permettait d'éviter d'avoir à passer d'un endroit à un autre. Effectivement, comme le disait Diane, quand on voulait écouter quelque chose, même très en amont du mixage, on avait toujours accès à un petit Audi ou à une salle, ou même le grand quand il était libre, le grand Audi. Donc voilà, c'était les conditions de travail. C'est pas l'outil, c'est pas rien, quoi. Il faut pas le sacraliser. Il s'agit pas de faire du fétichisme, mais l'outil dans nos métiers, c'est de l'artisanat. Il est hyper important. Et pour Jacques aussi, je pense que c'était aussi agréable. Mais justement, dans quel type de salle vous travaillez les unes et les uns, notamment au niveau du montage? Est-ce que quel genre d'espace, quel genre de volume et quel type de monitoring vous aviez? Donc les salles de montage sont comme tous les audis et comme toutes les salles de travail, mais ont des tailles différentes. Chez nous, on est sur des espaces qui sont de l'ordre à près de 20-25 mètres carrés. Donc, c'est des espaces qui sont relativement confortables dans des salles de montage son traitées acoustiquement. Et ce qui est important, alors après, c'est chaque monteur a un peu ses particularités, mais nous, on aime proposer de la vidéoprojection, c'est-à-dire recevoir l'image et le son comme on l'a dans une salle de cinéma ou comme on l'a dans un audi. Et après, évidemment, le montage son, c'est un moment où on travaille pour le coup plus longtemps qu'en mix, donc c'est important d'avoir aussi un transport qui se fait le mieux possible. Et donc nous, on travaille avec une marque d'enceinte française qui s'appelle DK Audio, qui équipe la plupart des festivals de cinéma français, donc Cannes, Annecy, Deauville, etc. Et la plupart des salles aussi de cinéma, notamment en Atmos. Et donc, avec le créateur, donc François Decruc, on a conçu des enceintes pour le montage son, qui sont des enceintes actives, un peu plug and play. Et c'est eux aussi qui équipent nos auditoriums. Donc, il y a une vraie continuité
à l'image vraiment dans le style de projection et dans comment on regarde l'image, comment on écoute aussi tout ce projet, et aussi évidemment la partie la plus importante au son, c'est-à-dire l'écoute. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on parle quand même du mixage, même si on en a parlé un petit peu. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les spécificités du mixage et peut-être le rapport, le degré de préparation entre la phase montage son mixage peut-être? Alors, étant donné qu'il y avait ce dialogue entre nous tous, il était on était tous très impliqués, même plus que de raison. Donc, évidemment, je crois qu'on était tous à la fois ceux qui étaient là en mixage et ceux qui ne l'étaient pas. On était tous préparés pour cette phase. Et c'était on va dire le point culminant du travail sur le son. Donc, on s'en faisait tous une montagne, mais finalement, ça s'est passé de manière assez sereine comparativement à tout ce qui s'est passé avant, qui était vraiment... c'était un gros morceau quand même. Et donc, le mixage, étonnamment, évidemment, c'était compliqué, mais j'en garde pas un souvenir de trucs spécialement laborieux ou... il y avait des morceaux de bravoure, mais et travailler avec Jacques, à part que c'est quelqu'un pas d'un mauvais côté, mais qui est très impatient, qui aime mais c'est presque drôle en fait. C'est pas de l'impatience malsaine. C'est plus fort que lui, quoi. Il peut pas, par exemple, quand il est dans un endroit, il peut pas s'empêcher de remuer comme ça. Mais il laisse tellement de place à la proposition qu'en fait, on était assez libre de proposer des choses. Et quand lui arrivait, il écoutait et nous disait oui, non. À partir du moment où ça le touche, où il est convaincu, c'est assez facile. Et évidemment, oui, c'est une comédie, c'est un drame musical. Donc, il y avait vraiment des enjeux énormes. La première chanson, par exemple, Alligato, qui se passe dans le marché, on se disait tous... Bon, si celle-là, on la passe, parce que c'était énorme, ça sera déjà bien. Ça veut dire qu'on pourra continuer et qu'on y arrivera. Mais voilà, c'était beaucoup de travail, mais ça reste un très bon souvenir. Hortense, tu souhaitais réagir? Oui, je souhaitais dire que nous, donc, en montage, on était conscients que le travail de mixage allait être quand même énorme, vu le nombre de couches entre guillemets qu'il y avait entre les voix, la musique, le montage son, le bruitage et tout ça. Avec Emeric et Carolina et Ignacio aussi, on s'était fait des écoutes donc dans la salle d'Emeric à chaque fois de tout, même si on a eu peu de temps pour le faire et on a eu peu de recul. Avec tout d'assemblée, le montage voix, les bruitages, le montage son, les dernières musiques. Et on s'est fait des écoutes pour être sûr qu'en allant en mixage, tout était là et toutes les intentions étaient là, que Jacques avait écouté les voix, avait écouté le montage son. Donc on se faisait une dernière écoute pour contrôler aussi les accents et les chants, voir si tout allait bien. Donc c'est vrai qu'on arrivait en mixage plutôt serein de ce côté-là, même si la montagne n'était pas encore finie d'être franchie. Au moins, on savait qu'on envoyait quelque chose qui était déjà, où Jacques avait déjà tout écouté et que déjà on était carré là-dessus. Erwan, tu voulais intervenir? Non, pas particulièrement, mais si ce n'est que j'aime bien entendre parler de toute cette phase-là parce que j'y étais pas et que quand j'ai redécouvert le film après, à la fois, je trouvais ça fascinant de manipuler autant d'éléments parce que ce qui a été dit sur le mixage musique, moi je trouve que c'est toujours c'est très mystérieux pour moi de savoir comment on arrive à mixer la musique d'un côté et après accepter de réentendre ça mélanger avec les sons, le montage son. D'ailleurs, est-ce que quand il mixait dans la salle Atmos, Nicolas, il écoutait le montage son avec ou il mixait sans? Honnêtement, il écoutait sans. On va pas se mentir. Non mais c'est vachement intéressant parce que je me suis posé la question parce que je me disais c'est difficile en soi de penser l'espace musical d'un côté et l'espace cinématographique de l'autre parce que la musique est réintégrée à l'espace cinéma à un moment et moi l'impression que ça m'a donné quand j'ai revu le film, je me suis dit waouh,
le fil humain, il est là tout le temps. C'est-à-dire qu'au final, il y a tellement d'éléments, c'est tellement composite, il y a tellement de choses tellement riches. Il y a effectivement un nombre de pistes c'est dingue, mais c'est les personnages. Ouais, je retrouve quand même le geste de Jacques, quoi, en fait. C'est ça, autour des personnages, des êtres, de ce qu'ils racontent et tout. Et je trouve que ça, moi, je suis très admiratif de la synthèse, quoi. Ok, je vois que l'heure de la fin de la conférence approche, mais peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez appris les uns, les unes et les autres avec ce film? Est-ce que vous avez eu la sensation d'apprendre quelque chose, de passer une étape dans votre connaissance du son, dans votre métier? Ou alors, Je vais redire des trucs que j'ai déjà dit. C'est le côté synthétique, moi, du travail de Jacques qui je trouve très intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à manipuler des espaces cinématographiques qui sont très composites, comme ça, très compliqués, qui touchent au genre, etc. Et en même temps, il y a toujours cette chose de fond sur cette dimension humaine qui, moi, me touche personnellement. Voilà. Et de l'avoir accompagné dans cet espace-là, aussi particulier qu'un espace où c'est pas que de la parole, mais où il y a le chant, la musique, les décors, le studio, je trouve ça vraiment passionnant. oui, je ne sais pas, sinon, en d'autres termes, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette expérience, de cette collaboration, quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est très dur de parler de ça, mais c'est presque quelque chose de sentimental en fait. Ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont participé à ce film le retiennent comme quelque chose de totalement particulier dans leur expérience professionnelle. On est tous sortis de ce film en se disant bon ben maintenant quoi, et je pense qu'on a tous eu ça a été très particulier. Je pense que en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, il a vraiment une place à part. Il y a quelque chose de particulier qui s'est produit sur ce film, à la fois au niveau du travail, mais du film en lui-même, je pense, qui a apporté quelque chose chez chacun de nous. Et voilà, alors après, c'est difficile de dire ce qu'on a appris. On a appris tellement de choses, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'il laisse à tout le monde qui fait que ouais, c'est quelque chose de très spécial. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir sur ce côté un peu... Est-ce que ce film laisse une place à part pour vous dans votre... parcours. Comme dit Cyril, oui, clairement, mais d'abord parce que c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec un réalisateur qui propose un tel geste de cinéma, quoi. C'est quand même très rare. Et ça, c'est forcément... ça, on en a pris conscience assez tôt. On ne savait pas ce que ça allait donner in fine, mais on était quand même... c'est très porteur. Et puis après... comme on l'a un petit peu dit, il y a eu quand même une aventure vraiment collective, parce que c'était tellement compliqué à fabriquer que voilà, il y a eu des échanges, de la collaboration, ce qui prouve que voilà, comme on est encore, on fait des métiers d'artisans, donc et là, ça s'est vraiment vérifié sur un projet pourtant qui était très très ambitieux. Ok, je pense que ce sera le mot de la fin, c'est une belle conclusion. Merci encore une fois à tous les 6 d'être venus là en force, venir donc parler du son de ce film. On a été très heureux de vous accueillir ici au Satis et je pense qu'on peut vous applaudir.